Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, encore une fois, toujours dans le cadre des préparatifs du baccalauréat pour cette année, dans les filières physique, chimie et SVT. Je vous invite à se joindre à la communauté, à s'abonner dans votre chaîne Fardari Channel, un ami, votre compagnon, votre soutien, tout le long de cette année. Vous trouverez tout le programme BIOF en français dans les 3 matières, la mathématique, la physique et la chimie et les SVT. Vos commentaires sont les bienvenus, bien évidemment. Vos suggestions, surtout dans la capsule de ce soir, je vais vous présenter un aperçu du programme de cette année, mais dans cette vidéo, je vais la consacrer à un ensemble de questions que vous êtes censés connaître impérativement, l'ensemble des questions qui vont vous permettre de faire l'étude d'une fonction, d'une variable réelle x. Donc c'est une capsule qui est très importante. Il vous donne déjà une idée, une orientation de ce qui vous attend cette année. Alors, je vous conseille de lui prêter vraiment l'attention qu'il mérite. Et pour ceux qui cherchent la distinction, l'excellence, alors là, je vous propose, pour décrocher votre bac pour les filières physique, chimie et SVT, un pack pour les 3 matières, mathématiques, physique, chimie et SVT. Pour toute information, vous contactez ma personne, votre prof Fardari, au numéro WhatsApp suivant. Vous me laissez un message. Je vous donnerai bien évidemment toutes les informations nécessaires. Le groupe de l'excellence commence vers la fin du mois de septembre. Je vous donne bien évidemment un mois d'essai pour voir la méthode de travail, comment on partage ce programme et bien évidemment, à la fin du mois, vous aurez une idée pour choisir. Alors donc, avant de commencer, pour les filières SVT et PC, en principe, on va commencer par une série de paragraphes qui vont constituer en général les différentes étapes d'étude d'une fonction, que j'ai résumé ici, l'étude d'une fonction d'une variable réelle x. Alors on va étudier aussi les primitives, l'étude des suites, les nombres complexes, et pour cette année, bien évidemment, on va définir 2 nouvelles fonctions qui vont faire l'objet de l'examen de fin d'année, les fonctions logarithme népérien et les fonctions exponentielles. Alors, on aura un aperçu sur les probabilités, le calcul d'intégrale qui a une relation avec les primitives, géométrie dans l'espace et en général, on terminera l'année par l'étude des équations différentielles. Alors donc, commençons par le plan d'étude d'une fonction, d'une variable réelle x, que j'appelle ICF. Alors en général, l'étude d'une fonction va bien évidemment vous demander de répondre à un certain nombre de questions. Et à la suite de l'étude de ces questions, on va vous demander de tracer cette courbe. Là, je vous donne juste un exemple de la courbe représentative d'une fonction quelconque dans un repère orthonormé, c'est-à-dire
la norme du vecteur i est égale à la norme du vecteur j. Donc ce repère orthonormé dispose de deux axes perpendiculaires. Là, vous avez l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc c'est très important. Là, je vous propose un exemple. Par exemple, cette courbe-là, cette fonction, on peut vous demander de faire son étude et de la tracer. Alors, bien évidemment, pour la tracer, on va répondre à un certain nombre de questions. Alors, donc, considérons soit la fonction f. Alors, la première question, en général, qui vous sera demandée, c'est déterminer le domaine de définition, que j'ai noté ici, d indice f. Alors là, je vous donne juste un exemple, soit la fonction f de x égale 4x au cube moins 2x plus 5. Comme vous pouvez le remarquer, f de x est un polynôme, est une fonction polynôme, et toute fonction polynôme est définie sur R. Donc, le domaine de définition, c'est R, qui peut s'écrire l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors, bien évidemment, on aura la possibilité d'étudier des fonctions rationnelles. Leur domaine de définition, c'est df égale l'ensemble des x appartenant à R tel que g de x est différent de 0. On peut étudier une fonction du type f de x égale racine carrée de h de x. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que h de x est supérieur ou égal à 0. Comme aussi, on va étudier des fonctions du type racine carrée de h de x sur g de x. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que le rapport h de x sur g de x est strictement positif. Alors pour cette année du terminal, on va définir une fonction appelée racine énième, qui s'écrit racine énième de f de x. Le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que f de x est supérieur ou égal à 0. Alors, comme je l'ai signalé au début, pour l'examen national, on va définir les fonctions qui seront à étudier, ou les fonctions à étudier, la fonction ln de x, ln de f de x, exponentielle x et exponentielle de f de x. ln, c'est la fonction logarithme népérien, et exponentielle de x, c'est la fonction exponentielle. Alors donc, par la suite, pour la question numéro 2, quand on définit, selon les cas bien évidemment, le domaine de définition, on vous demande de calculer les limites aux bornes. Donc je vais vous proposer par la suite le calcul de quelques limites. Alors là, je vous donne par exemple une fonction définie par df égale moins l'infini a union b plus l'infini. On peut déjà remarquer, on a à calculer 4 limites. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, et la limite quand x tend vers a moins f de x. Alors ce signe moins signifie à gauche de a. Limite quand x tend vers b plus f de x, c'est-à-dire à droite de b. Donc là, à gauche de a, là c'est à droite de b. Et la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc on a à calculer 4 limites dans cet exemple-là. Alors le plus souvent, quand on calcule les limites, on s'affronte à des formes indéterminées. Donc les formes indéterminées à connaître, c'est la forme l'infini sur l'infini, 0 l'infini, 0 sur 0, moins plus l'infini. Donc vous avez 4 formes indéterminées qu'il faut bien évidemment trouver des solutions, des méthodes pour éviter ces formes indéterminées. Alors donc, pour éviter les formes indéterminées, il faut penser, donc là vous allez apprendre des techniques. Il faut penser soit à la factorisation, soit quand il y a la présence des racines carrées, penser à la forme conjuguée,
Donc là, je vous donne un exemple. La forme conjuguée de racine carrée de a moins racine carrée de b, c'est racine carrée de a plus racine carrée de b. Parfois, on est obligé de faire un changement de variable. Alors, bien sûr, on utilise parfois le nombre dérivé et parfois, bien évidemment, la division euclidienne. Donc, vous aurez pratiquement des capsules d'exercices d'application où nous allons utiliser l'une de ces méthodes. Alors, après le calcul des limites, donc parfois, la question numéro 3 s'impose. On peut vous demander de déterminer la parité d'une fonction. Pour quelle raison? Pour la simple raison de réduire le domaine d'étude de la fonction. Alors, étudier la parité d'une fonction, c'est seulement démontrer un cas, par exemple, où la fonction est paire. Donc, une fonction paire quand est-ce que si les deux conditions sont vérifiées. C'est-à-dire, il faut que x appartienne au domaine de définition et son opposé, moins x, appartient aussi à son domaine de définition. Par la suite, vous calculez f de moins x qui doit être égal à f de x. Donc, voilà les deux conditions pour qu'une fonction soit paire. Fonction impaire, dans le cas d'une fonction impaire. C'est pareil, deux conditions à vérifier. X appartient à df et moins x appartient à df. Et il faut que f de moins x égale moins f de x. Alors bien évidemment, comme je vous ai dit, on aura la possibilité de travailler des exercices de ce genre. Alors parfois, on peut vous demander de déterminer un axe de symétrie. Par exemple, la droite d'équation x égale à a est un axe de symétrie quand est-ce que si les deux conditions sont vérifiées. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à df, on vérifie que 2a moins x appartient elle aussi à df. Par la suite, pour tout x appartenant à df, on calcule f de 2a moins x qui doit être égal à f de x. Dans ce cas-là, on dit que x égale à a est un axe de symétrie. De même, on peut vous demander éventuellement de vérifier qu'un point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie. Deux conditions à vérifier. Quel que soit x appartienne à df, 2a moins x appartient à df, et f de 2a moins x doit être égal à 2b moins f de x. Donc voilà, si les conditions sont vérifiées, on peut dire que le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie. Alors pour la question numéro 4, le plus souvent, quand on calcule les limites, on peut vous demander éventuellement de donner une interprétation de cette limite. Alors, l'interprétation d'une telle limite, c'est seulement démontrer est-ce que la courbe CF, la courbe représentative d'une fonction, admet des asymptotes. Est-ce qu'il admet des asymptotes verticales, ou bien horizontales, ou bien des asymptotes obliques? Alors pour la question numéro 4, on dit que par exemple ici, la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote verticale. Ici, la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale. Mais là, c'est au voisinage de 2 à droite. Remarquons que cette limite, lorsque x tend vers 2 plus, de f de x égale à plus l'infini. Remarquons ici, c'est à gauche de 0. Limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est moins l'infini. Alors d'une manière générale, lorsque la limite quand x tend vers a de f de x est égale à l'infini, on peut dire que CF admet une asymptote verticale. Alors pour la question numéro 5, pour dire qu'une courbe CF admet une asymptote horizontale, remarquons ici que CF admet une asymptote horizontale, donc d'équation y égale à 1. Ici aussi, une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Donc, remarquons ici que cette limite tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1.
Alors qu'ici, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 0. Donc, d'une manière générale, on dit que CF admet une asymptote horizontale si et seulement si la limite quand x tend vers l'infini de f de x est égale à b. Donc, c'est la droite d'équation égale à b est une asymptote horizontale à CF. Alors, pour la question numéro 6, pareil, on vous demande de vérifier si une droite delta, par exemple, d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique. Alors là, remarquons ici, par le tracé ici comme exemple, donc au voisinage de plus l'infini, il y a une asymptote oblique ACF. Alors lorsqu'on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y, ce résultat doit être nul, donc égal à 0. De même ici, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y est égal à 0. D'une manière générale, on dit que la droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique si et seulement si limite quand x tend vers l'infini de f de x moins y doit être égal à 0. C'est très important. Alors, toujours dans les calculs des limites, parfois, bien sûr, par la suite, on peut vous demander de déterminer les branches infinies. Alors, les branches infinies, en général, c'est tout simplement déterminer et montrer comment CF se comporte au voisinage de l'axe des ordonnées ou bien au voisinage de l'axe des abscisses. Alors, pour la question numéro 7, si on calcule la limite quand x tend vers l'infini et on trouve l'infini, alors qu'est-ce qu'on fait par la suite? Après, on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x. Alors là, on a des possibilités. Le premier cas, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale à l'infini, je veux dire plus ou moins l'infini, alors on peut parfaitement dire que CF admet une branche parabolique de direction l'axe OY. Donc là, vous avez un exemple. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est plus l'infini. Là, vous avez limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Alors, pour le deuxième cas, donc c'est pareil. Lorsqu'on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x et on trouve la valeur 0, automatiquement, on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe OX, l'axe des abscisses. Donc voilà les cas possibles. Là, vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0. Là, vous avez limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à 0. Alors, le troisième cas, cette fois-ci, quand on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x et on trouve une valeur de a, mais a est différent de 0, automatiquement, on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax. Alors là, on a deux cas possibles. Soit cette limite est égale à l'infini, ou bien est égale à une valeur déterminée b. Si la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax est égale à l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien sûr conclure? On conclut que CF a une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. Voilà l'interprétation. Si limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax est égal à b, alors dans ce cas-là, la droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique à CF. Donc c'est ce que nous avons déjà vu. Donc voilà quelques exemples, bien évidemment, concernant les asymptotes obliques. Voilà les branches paraboliques.
Alors pour la question numéro 8 qui concerne la continuité d'une fonction en un point d'abscisse x0 est égal à a. Alors bien sûr, cette question 8, je vous donnerai la possibilité de travailler pas mal d'exercices. Alors on dit que la fonction est une f et continue en x0 est égal à a, tout simplement si la limite quand x tend vers a à gauche de f de x égale à la limite quand x tend vers a à droite de f de x est égal à petit l, et cette valeur petit l n'est que f de a, c'est très important. Alors pour la question numéro 9 aussi, elle est très intéressante, on va faire pas mal d'exercices, c'est l'étude de la dérivabilité en x0 égale à a. Alors pour déterminer est-ce qu'une fonction est dérivable en un point d'abscisse x0 égale à a, il suffit bien évidemment de calculer la limite quand x tend vers a à gauche du rapport f de x moins f de a sur x moins a, qui doit être égal à la limite quand x tend vers a à droite de f de x moins f de a sur x moins a, qui doit être égal à petit l. Alors cette valeur de petit l, c'est quoi au fait? C'est le quai f' de a. Alors dans ce cas-là, on dit que la fonction f est dérivable en x0 égale petit a. Alors quelle est l'interprétation de ce résultat? Alors l'interprétation, bien sûr, c'est on peut déterminer l'équation cartésienne de la tangente delta à CF. Donc, l'abscisse de A, f de A, l'équation de cette tangente égale y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Alors, si la limite quand x tend vers a du rapport f de x moins f de a sur x moins a est égale à l'infini, alors bien évidemment, la fonction n'est pas dérivable en x0 égale petit a. Bien sûr, dans des exercices, on verra quelle est l'interprétation de ce résultat. Alors, la question numéro 10, en général, on vous demande d'étudier la dérivabilité de la fonction sur son domaine df', c'est-à-dire le domaine d'étude de la fonction dérivée. Alors pour cela, il faut que la fonction soit continue et dérivable sur df', et bien évidemment, vous êtes censé connaître quelques relations de base qui vont bien sûr vous aider à calculer la dérivée d'une fonction. Donc là, je vous donne ces exemples-là. Notons ici que f de x égale à petit a, une constante, sa dérivée est 0. Si la fonction f de x ax plus b, f' c'est a. Si f de x est la somme de deux fonctions, h plus g, f' de x c'est h' plus g' de x. Si la fonction f est un rapport de deux fonctions h et g, alors f' de x c'est h' g' de x moins h de x, g' de x sur g de x au carré. Alors, si la fonction f de x est un produit de deux fonctions, h fois g, f' de x c'est h' de x, g de x, plus h de x, g' de x. Vous aurez aussi parfois à calculer des fonctions avec exposant f de x à la puissance n. f' de x c'est n fois f' de x multiplié par f de x à la puissance n-1. Et comme pour cette année, comme je vous ai dit, on a une fonction racine n-ième, la dérivée de racine n-ième de f de x, c'est f' sur n multiplié par racine n-ième de f à la puissance n-1. On sait déjà que la dérivée de la fonction racine carrée de f de x, c'est f' de x sur 2 racine carrée de f de x. Alors donc la question numéro 11, par la suite, on vous demande de déterminer la monotonie d'une fonction. Bien sûr, après avoir déterminé sur df' la fonction dérivée, on va étudier son signe et on va voir si f' de x est supérieur ou égal à 0, on dit que la fonction f de x est strictement croissante. Si f' de x est inférieur ou égal à 0, la fonction f de x est strictement décroissante. Alors, bien sûr, cette monotonie nous permet d'établir le tableau de variation. Là, je vous donne juste un exemple. Donc, voilà. Donc, le domaine d'étude
Vous avez ici f' de x qui est négatif sur l'intervalle moins l'infini a et positif sur l'intervalle b plus l'infini. Les deux traits signifient tout simplement que la fonction n'est pas définie en a. Non plus, elle n'est pas définie en b. Alors bien sûr, on peut remarquer ici que sur l'intervalle moins l'infini a, la fonction f est strictement décroissante. On peut parfaitement calculer l'image de cet intervalle puisque la fonction est décroissante. Donc est égale à la limite quand x tend vers a moins de f de x, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc on inverse les bornes lorsque la fonction est décroissante. Donc est égale à moins l'infini 2. Alors sur l'intervalle b plus l'infini, la fonction est strictement croissante. Alors on calcule l'image de fb plus l'infini. Là, lorsque la fonction est strictement croissante, on garde les bornes de l'intervalle, de l'image de l'intervalle. Donc on trouve que cette image de cet intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini. Alors pour la question numéro 12, la fonction réciproque f-1. Alors cette question revient le plus souvent dans l'étude d'une fonction. Alors pour que une fonction admet une fonction réciproque, tout d'abord, il faut que la fonction f soit continue et strictement monotone sur l'intervalle, un intervalle i. Dans ce cas-là, on dit que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur f de i qui est égal à un intervalle j. Alors, notons ici que la fonction f de x, comment il est strictement croissante, bien évidemment, il va admettre une fonction réciproque définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Notons bien évidemment pour déterminer la fonction réciproque parfois, f-1 de x égale à y est équivalent à f de y égale à x. Alors bien évidemment, on peut vous demander de définir l'expression de f-1 de x. Alors on peut tout simplement la déterminer à partir de cette équation-là. Bien sûr, tout ça, nous verrons dans les capsules d'après. Alors, sur la monotonie des deux fonctions, notez que la fonction f et sa fonction réciproque f-1 ont la même monotonie. C'est-à-dire, si f est croissante, f-1 l'est aussi. Si f est décroissante, f-1 est décroissante. Ils ont la même monotonie. Par contre, si on retraçait CF et CF-1 dans un même repère, notez bien évidemment qu'ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Une autre propriété aussi, quel que soit x appartenant à i, f-1 rend f de x est égal à x. Quel que soit x appartenant à f de i, f rend f-1 de x est égal à x. Alors bien évidemment, on peut vous demander de calculer f-1' de x égale 1 sur f' de f-1 de x. Alors voilà, donc le tracé de CF et de CF-1, comme vous pouvez le remarquer, donc là vous avez CF et CF-1 qui sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Alors maintenant, pour la question numéro 13. C'est une question intéressante. Parfois, on peut vous demander, en exploitant le tableau de variation, de déterminer le signe de f de x. Alors là, je vous donne juste un exemple. Alors, remarquons ici, nous avons f de x de moins l'infini vers a, il est croissante, vers f de a, il s'annule, et il est décroissante de a plus l'infini. Alors, on peut vous demander de déterminer le signe. Je dis bien le signe. Le tableau de variation, il donne la monotonie. Là, il est croissante, décroissante. Mais par contre,
le signe de f de x, comment on peut le déterminer? Alors, il faut tout simplement observer que f admet un maximum f de a. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, on remarque que f de x elle est inférieur ou égal à f de a. On a f de égal à 0, donc f de x est inférieur ou égal à 0, donc f est négative. Un deuxième exemple. Alors là, f de x admet un minimum, f admet un minimum qui est f de b. De même, quel que soit x appartient à moins l'infini plus l'infini, on a f de x supérieur ou égal à f de b, c'est-à-dire f de x est supérieur ou égal à 0, f est positif. Alors, un autre cas intéressant, alors remarquons ici que la fonction f de x elle est strictement croissante. Mais on remarque que l'image de a, elle s'annule en 1. Alors, comment on peut déterminer le signe? On le détermine ainsi. Donc, on va diviser la fonction sur l'intervalle 0, 1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, pour x appartenant à l'intervalle 0, 1, bien sûr, on remarque que x elle est inférieur ou égal à 1. Vu que la fonction est strictement croissante, donc f de x est inférieur ou égal à f de 1, ce qui implique que f de x est inférieur ou égal à 0. Donc, sur l'intervalle 0, 1, la fonction f est négative. Par contre, sur l'intervalle x appartenant à 1 plus l'infini, on a x supérieur ou égal à 1, implique f de x supérieur ou égal à f de 1. Donc, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction f est positive. Bien sûr, je vous proposerai par la suite d'autres cas, éventuellement en exploitant le tableau de variation. Alors maintenant, pour la question numéro 14. Alors, parfois, on peut vous demander, en utilisant une représentation graphique, de déterminer éventuellement le signe de f de x. Alors là, je vous donne un exemple. Donc voilà CF. Ici, il est en dessous de l'axe des abscisses. Et là, vous avez CF, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, comment, dans ce cas-là, graphiquement, déterminer le signe de f de x? Bien évidemment, il suffit de voir sur l'intervalle moins l'infini 0, on a CF, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc f de x est strictement positive. Par contre, sur l'intervalle 0 plus l'infini, CF, elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc f de x est négative. C'est très important. Alors, un autre exemple. Alors, pour cette fonction ici, donc là, je vous propose deux fonctions. Une fonction g de représentation CG, et là, vous avez une autre fonction de représentation graphique CF. Alors, pour la fonction g, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ici, g, elle est positive. Par contre, ici, faites très attention. Pour la fonction f, sur l'intervalle 0, 1, on a une partie qui est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, f de x est négative. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a cf est au-dessus de l'axe OX, donc f de x est positif. Alors, pour la question numéro 15, maintenant, on va déterminer la position, cette fois-ci, de CF par rapport à une droite delta d'équation y égale à x plus b. Donc, remarquons ici que la CF elle est en dessous de la droite delta, alors que là, elle est au-dessus de la droite delta. Alors, donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, donc sur cet intervalle, on remarque que CF elle est au-dessus de delta. Donc, on va
pardon, il est... Alors donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, CF est en dessous de delta. Alors donc, f de x moins y, il est négatif. Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, CF, il est au-dessus de delta. Donc, f de x moins y est supérieur ou égal à 0. Alors, bien évidemment, là, l'axe et la courbe se coupent en un point A. Dans ce cas-là, on dit que f de x moins y est égal à 0. Alors, pour la question numéro 16, on peut vous demander aussi, lors de l'étude d'une fonction, de déterminer les points d'intersection de CF avec les axes OX, l'axe des abscisses, et OY, l'axe des ordonnées. Alors, soit graphiquement, c'est très simple, il suffit de voir la courbe, en quel point il coupe l'axe des abscisses. Donc là, vous voyez. Donc là, vous avez les intersections de CF avec l'axe des abscisses. Il coupe l'axe en x égale à 0 et x égale à 2. Alors, ou bien, si on n'a pas de graphe, pour déterminer les points d'intersection avec l'axe des abscisses, on va calculer ou résoudre l'équation f de x égale à 0, voir s'il a des solutions ou pas. Par contre, pour déterminer les points d'intersection avec l'axe OY, on calcule tout simplement f de 0. Remarquons ici que cette courbe CG, il passe par 1. Donc f de 0 égale à 1. Alors, pour la question numéro 17, qui est une question très intéressante, qui va faire l'objet de pas mal de vidéos, bien sûr, l'étude du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle le TVI. Alors, parfois, on peut vous demander éventuellement une équation f de x égale à 0. Est-ce qu'il admet une solution alpha comprise entre a et b, et cette solution est unique? Pour montrer ce théorème, il suffit bien évidemment de voir si la fonction f est strictement monotone sur AP, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Il faut vérifier le produit f de a multiplié par f de b, il doit être négatif. Alors si les conditions sont vérifiées, vous allez dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle AB. Donc, c'est une partie qui est très intéressante. Je vais vous proposer pas mal d'exercices dans le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, la question 18, c'est une question très intéressante aussi. Donc, il fait l'objet aussi de pas mal de questions dans l'étude d'une fonction. Parfois, on peut vous demander de déterminer la concavité d'une fonction de représentation graphique CF et éventuellement déterminer est-ce qu'il admet des points d'inflexion. Alors là, je vous donne juste cet exemple. On remarque parfaitement que la fonction ici, elle est concave. Il change de concavité pour devenir convexe. Donc le point 0, 0 ici est un point d'inflexion. Alors, comment déterminer ainsi la concavité? Alors, en général, on détermine la dérivée seconde f seconde de x. On doit déterminer les valeurs pour lesquelles f seconde de x s'annule. Donc, par exemple, ici, il s'annule par a. Et elle change de signe. Là, c'est juste un exemple. Par exemple, ici, vous avez moins, plus. Là, c'est concave. Là, c'est convexe. Alors, on peut dire à ce moment-là que le point A de coordonnées A, f de A, est un point d'inflexion. Ne vous inquiétez pas, on va faire des exercices, mais il faut vraiment déjà avoir une idée comment ça se passe. Alors, une remarque très importante, notez bien. Parfois, on calcule f' de x. Et on remarque que f' de x, il s'annule en un point d'abscisse A sans changer de signe. C'est très important. Dans ce cas-là, on dit que le point A de coordonnées A, f de A, est un point d'inflexion. Alors, bien évidemment, pour terminer, la question 19 et la question 20
sont deux questions très intéressantes qui vont faire l'objet surtout des examens de fin d'année. Parfois, on va étudier des fonctions et à un moment de leurs études, on va intégrer l'étude de cette fonction avec les suites numériques. Et on va vous proposer des suites numériques du type un plus 1 égale f de un. C'est-à-dire que la suite proposée a une certaine corrélation, une certaine relation avec la fonction étudiée. Surtout de la monotonie de cette fonction. Alors, on utilise bien évidemment la monotonie de la fonction f sur un intervalle i choisi, ici AB, et on vous propose, par exemple, de montrer, quel que soit n appartienne à n, que un est comprise entre a et b. C'est-à-dire cette suite, il a pour premier terme u0. Donc en général, on va ici vous demander une démonstration par récurrence. Alors, on utilise la récurrence. Tout d'abord, on va calculer pour une petite valeur de n égale à 0. On vérifie que u0 est comprise entre a et b, que la proposition est vraie. On suppose que un est comprise entre a et b, et on va démontrer l'implication que un plus 1 est comprise entre a et b. Alors, pour montrer cette implication, on va utiliser bien évidemment la monotonie de la fonction. Supposons par exemple, si f est strictement croissante. Alors, on a un comprise entre a et b. Bien évidemment, ce qui implique que f de a est inférieur ou égal à f de un, inférieur ou égal à f de b. Donc, implique que a est comprise entre un plus 1 et b. Ne vous inquiétez pas, on va faire assez d'exercices pour mieux maîtriser toutes ces connaissances. Alors, par la suite, donc par récurrence, quel que soit n appartenant à n, un est comprise entre a et b. Alors, par la suite, on peut vous demander la monotonie de un en utilisant toujours les propriétés de f. Si f est croissante, on démontre par récurrence que u0 est inférieur ou égal à un, un inférieur ou égal à un plus 1, c'est-à-dire que un est strictement croissante. Si f est décroissante, de la même manière, on démontre par récurrence que u0 supérieur ou égal à un, que un supérieur ou égal à un plus 1, c'est-à-dire que un est strictement décroissante. Alors, si f est croissante, un est strictement croissante, il est majoré par b. Alors, on dit que un est convergente. C'est très important. Par contre, si f est décroissante, un est strictement décroissante, il est minoré par a, on dit que un est convergente. Alors, pour terminer, toutes les propriétés de cette suite un égale un plus 1 nous ramènent à la dernière question numéro 20, c'est de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, il faut bien sûr vérifier de nouveau ces conditions. Il faut que f soit continu sur i, vérifier que f de i est inclus dans l'intervalle i, que u0 appartient à i et que la suite un est convergente. Alors, dans ce cas-là, la limite de un est solution de l'équation f de x égale à x. Il suffit tout simplement de résoudre cette équation. Si, supposons ici que petit l est solution de l'équation f de x est égal à x, alors on peut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à petit l. Alors voilà mes chers élèves, c'est vraiment une capsule très intéressante. Je vous demande vraiment de la revoir ou bien de la consulter de temps à autre pour avoir une idée générale du plan d'étude d'une fonction. Encore une fois, je vous invite à se joindre à la communauté de votre chaîne Fardari Channel où vous trouverez le reste du programme en physique-chimie et en SVT. Et bien évidemment, ne tardez pas à se joindre au groupe de l'excellence qui va commencer bien évidemment dans un mois. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien et à bientôt.